Voilà un chapitre très important en chimie, parce que c'est une technique qu'on utilise fréquemment, ce sont les titrages en chimie. Plus précisément ici les titrages directs. Bon là je ne dirai pas plus. Alors c'est quoi un titrage? Eh bien là on le voit sur le symbole. Titrer une espèce chimique, c'est déterminer sa quantité de matière ou sa concentration, puisqu'on peut passer facilement de l'une à l'autre, en utilisant une réaction chimique. Donc je reviens ici au schéma. On va essayer de déterminer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce qui est ici, en la faisant réagir avec une autre espèce qui, provisoirement, se retrouve en haut ici. Voilà, et on va voir cette méthode, on va essayer de la comprendre et de l'utiliser par la suite. Alors, pour commencer la présentation de la méthode et puis quelques définitions. Alors, d'abord définition pour savoir de quoi on parle, on va appeler espèce titrée l'espèce chimique dont on cherche justement la concentration ou la quantité de matière. Et espèce titrante, la deuxième espèce chimique qui va nous servir à faire une réaction, une réaction donc avec la première pour déterminer sa concentration. Donc espèce titrée, titrante. Pourquoi ces termes? C'est parce que en vieux langage chimie, la concentration s'appelait le titre. Et donc l'espèce titrée était l'espèce dont on cherchait le titre, la concentration, et l'espèce titrante, celle qui allait nous permettre de trouver le titre, donc la concentration. La réaction support donc va mettre en jeu l'espèce titrée et l'espèce titrante. Donc le réactif titré ici, on l'a appelé grand A, et l'espèce titrante grand B. Leur coefficient stoichiométrique dans l'équation serait par exemple petit a et petit b. Voilà, en écrivant cette réaction comme ça permet d'avoir une écriture standard qui peut correspondre à toutes les transformations. Donc nous en première là, on va plutôt utiliser des transformations d'oxydoréduction, puisque c'est ce qu'on vient de voir dans le chapitre précédent, mais ça pourrait être bien d'autres choses. En terminale, ça sera des réactions acido-basiques par exemple. Pour qu'un titrage soit réalisable et exploitable, cette réaction chimique ne peut pas être quelconque, il faut qu'elle soit rapide, parce qu'on va voir que c'est lié à la méthode. Unique, il faut que A et B ne réagissent l'un avec l'autre que de cette manière-là, voilà, pas d'autre type de transformation. Et total, on va le voir, c'est parce que on va utiliser les tableaux d'avancement pour les réactions totales, donc c'est-à-dire lorsque l'avancement arrive réellement jusqu'à l'avancement maximal Xmax, sinon l'exploitation ne pourra pas être faite. Donc rapide, unique et total. Voilà comment ça va se passer. Le dispositif expérimental, il est là. Vous avez donc le réactif titré qui se trouve en bas, généralement dans un Erlenmeyer. En tout cas, nous, ce sera le cas. Parfois, quand on a besoin d'introduire une sonde pour voir comment évolue la solution contenant le réactif titré, alors à ce moment-là, on passe sur un Bécher. Mais tant qu'il n'y a pas de sonde, on garde un Erlenmeyer. Un système d'agitation qui peut être magnétique, par exemple. Et puis, le matériel au-dessus, qui s'appelle une burette graduée, qui va contenir le réactif titrant. Donc au départ, il n'y a que le réactif titré en dessous, là dans l'Erlenmeyer, et le réactif titrant est en attente dans la burette. On va ensuite introduire progressivement le réactif titrant, goutte par goutte ou millilitre par millilitre. On verra en TP comment ça se passe. Progressivement, en tout cas, le réactif titrant dans la solution qui contient le réactif titré. Et donc on va avoir une réaction chimique déjà entre A et B, mais une évolution chimique, une réaction chimique progressive. La progression va toujours aller dans le même sens. Ce sens, c'est qu'au début, vu qu'on n'aura pas ou très peu ajouté de réactif titrant, ce réactif titrant sera le réactif limitant. Il y aura une grosse quantité de réactif titré ici, on n'aura mis que quelques gouttes de réactif titrant, on n'en aura pas mis assez pour consommer tout le réactif titré. Donc le réactif limitant sera le réactif titrant. Mais au bout d'un certain temps, vu qu'on va ajouter de plus en plus de réactif titrant, ce réactif titrant va être inséré en excès par rapport à la quantité de réactif titré qu'il y avait là. Et donc on va observer un basculement. Le réactif limitant était dans un premier temps le réactif titrant, mais par la suite, au bout d'un certain temps, on va chercher à déterminer, le réactif titré, c'est lui qui va devenir limitant.
Alors comment est-ce qu'on va se rendre compte de ça? Ça pourrait être par exemple par un changement de couleur. Vu que l'espèce titrée et l'espèce titrante ont peut-être une couleur qui leur est spécifique, lorsque l'un est en excès, il impose sa couleur. Donc au départ, dans le mélange, la couleur va être imposée par le réactif titré. Et le réactif titrant, qui a peut-être une couleur qui lui est propre, quand il va tomber dans le réactif titré, il va réagir entièrement, puisque c'est lui le limitant, et il ne pourra pas imposer sa couleur. Sauf qu'au bout d'un certain temps, vu qu'on va observer le basculement du réactif limitant, eh bien on va observer également le changement de couleur. Ce moment de basculement, c'est le moment le plus important dans le titrage, c'est ce qu'on appelle l'équivalence du titrage, c'est la situation où les deux réactifs ont été introduits dans les proportions stéquiométriques, et donc l'équivalence, c'est le moment où on observe un changement de réactif limitant. Quand la question est posée dans un exercice, définir l'équivalence, il vaut mieux donner cette définition-là parce qu'elle est plus simple à retenir. À l'équivalence, on observe un changement de réactif limitant. Par contre, pour l'application, pour l'utilisation de ce moment particulier dans les exercices, il vaudra mieux utiliser la deuxième définition, c'est qu'au moment de l'équivalence, c'est le moment où les deux réactifs auront été introduits dans les proportions stoichiométriques. Parce que ça, on va voir que dans le tableau d'avancement, qu'on va pouvoir tracer à ce moment-là, il va y avoir une particularité, on va retomber sur des mélanges stoichiométriques qu'on avait étudiés précédemment. Voilà, alors justement, quand on fait le tableau d'avancement à l'équivalence, donc dans des proportions stoichiométriques pour une réaction totale, eh bien on a vu dans le chapitre précédent qu'on peut écrire la relation, qui est la suivante, entre les réactifs, les quantités de matière de réactifs. Na sur A, c'est-à-dire la quantité de matière du réactif A sur son coefficient stoichiométrique, égale Nb sur B. Mais Nb, puisque au cours du titrage il aura évolué, le Nb dont on parle ici dans la formule, c'est-à-dire correspondant aux proportions stoichiométriques, et le Nb à l'équivalence. Voilà. Alors comment est-ce que ces quantités de matière peuvent être connues? Bien, par les concentrations. On peut aussi écrire donc que CaVa, qui est donc la quantité de matière de A, sur le coefficient stoichiométrique A égale CbVb, mais le Vb de l'équivalence, c'est-à-dire au moment où on aura par exemple repéré le changement de couleur, sur B. Voilà, et il faut bien voir que dans cette équation-là ou celle-ci, ce qu'on cherche, c'est soit Na, la quantité de matière du réactif titré, soit Ca, mais dans les deux cas, on pourra faire une application numérique, un calcul, qui nous permettra de calculer Ca ou Na. Et donc, d'exploiter la transformation chimique pour trouver ce qu'on cherchait depuis le départ. Voilà, ce chapitre-là, bon, il y a quelques définitions, la méthode qu'on verra en TP, surtout, on va faire beaucoup d'exercices pour utiliser concrètement ces formules.